discussion régionale. Nous allons passer maintenant à la réalité des traitements à long terme pour gérer les complications chroniques du traitement aux ITK. Et c'est Ephrem maintenant qui va nous présenter ces deux cas. Ephrem travaille en Éthiopie et Gian Antonio va discuter de ces cas avec lui. Ephrem, pouvez-vous partager votre écran? Merci. Et je dirais également que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et intervenez dans la discussion après. Si vous voulez poser votre question en français, pas de problème, vous pouvez le faire. Et si vous ne comprenez pas le français, vous cliquez sur le bouton de l'interprétation en bas de votre écran, comme cela a été décrit au début. Donc, vous cliquez sur les trois petits points, vous choisissez interprétation et ensuite vous cliquez sur anglais ou français selon ce que vous préférez. Très bien, sans plus attendre, je passe la parole à Ephrem. Merci beaucoup Ephrem de bien vouloir nous présenter ces cas aujourd'hui. Merci beaucoup Amanda. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Parlez clairement et assez fort. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce séminaire de la Fondation internationale sur la LMC. Je suis le docteur Ephrem, je suis interne, responsable hématologue clinique en Éthiopie et je vais vous parler des réalités du traitement à long terme que nous voyons lorsqu'on essaie de gérer la LMC sur une période assez longue et je vais en discuter avec le docteur Gian Antonio qui va réfléchir aux deux cas que je vais vous présenter et aux défis particuliers que nous rencontrons lorsqu'on essaie de traiter la LMC. Alors, quelques mots d'abord. Plus de la moitié des patients de LMC vivent dans des zones défavorisées en termes de ressources. Et notamment chez nous, dans nos infrastructures, nous avons surtout une LLC et moins de LMC. Et on voit que les médicaments ont révolutionné le traitement. Nous avons plus de 2000 patients maintenant dans notre centre, dans notre département qui suit ce programme et qui donne les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Nos patients sont assez jeunes par rapport aux autres pays. En général, le diagnostic se fait entre l'âge de 34 et de 39 ans. Et notre centre, hein, vous le voyez, 37-34 ans, et plus de 65% des patients sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Donc, nous avons une population assez jeune pour le LMC. Vous pouvez comprendre les conditions économiques qui s'appliquent chez nous. Nous avons une fondation locale de la LMC qui a été mise en place récemment, qui offre des informations, un soutien financier, un soutien psychologique également à nos patients. Et nous avons accès aux inhibiteurs de la tyrosine kinase en première ligne et en deuxième ligne, donc pour premier et deuxième traitement. Bon, comme je l'ai dit, hein, différemment de la majorité des patients que vous voyez en Occident, ne correspond pas à nos patients. Nous avons beaucoup de patients qui sont jeunes, avec moins d'interaction avec d'autres traitements thérapeutiques. Voici certaines des difficultés que nous rencontrons lorsqu'on essaie de gérer le traitement des patients à long terme. On n'a pas nécessairement les possibilités de faire des diagnostics et notamment des diagnostics de suivi. Ça doit se faire dans les hôpitaux gouvernementaux.
Il y a parfois des mutations. L'analyse des mutations des gènes est rarement disponible. Donc, le choix d'un ITK de deuxième ligne est souvent ce que l'on essaie de faire lorsqu'on est hématologue. Nous avons des problèmes d'adhérence au traitement. Il y a des interruptions de traitement par certains patients. Si les patients, se sentent mieux, très souvent, ils arrêtent le traitement tout simplement pour des raisons économiques. Donc nous avons des problèmes d'adhérence au traitement, c'est vrai. Nous avons un manque de structures de soins délocalisées, pour la LMC. Nous avons Pour 1,4 million de patients dans notre zone, nous avons un seul centre de traitement. C'est parfois à plus de 100 kilomètres des zones périphériques que nous avons nos patients. Donc, il est très difficile pour nos patients de maintenir leur traitement. On envisage l'immunothérapie pour certains patients, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Il y a évidemment les causes économiques que j'ai mentionnées pour beaucoup de nos patients. Et puis, on a parfois des patients qui se présentent très tardivement avec une progression déjà de la maladie. Mais nous avons 75 à 80% de nos patients dans ce cas, donc cela peut aussi être un problème. Et pour ce groupe de patients, lorsqu'on essaie d'avoir des progrès, lorsqu'il y a une avancée, on a une résistance aux deux premiers ITK que l'on va essayer, par exemple. Et nous n'avons pas de possibilité de greffe, par exemple, ce qui pose problème car nos services sont assez limités. Donc voilà les difficultés principales que nous rencontrons dans notre pays. Ça sera peut-être un peu différent de ce que vous voyez dans vos pays occidentaux. J'ai 2 cas à vous présenter et ces 2 cas, justement, reflètent les difficultés que je viens d'évoquer. Pardon. S'il vous plaît, coupez vos micros parce qu'on entend, des chiens aboyer. Je crois que c'est probablement le chien de Gian Antonio que vous pouvez entendre ici, docteur Ephraim. Donc Gian Antonio, avez-vous des commentaires sur le contexte présenté par Ephraim avant qu'il ne passe à son premier cas? J'y réfléchissais. L'imatinib est un médicament formidable, mais on a besoin d'autres outils pour bien réussir. Ma crainte, et c'est la crainte que je partage avec le docteur Ephraim, c'est le manque ou l'absence d'adhérence au traitement. Parce que vous savez, lorsqu'on ne va pas régulièrement au centre de soins, lorsque l'on ne voit pas son docteur, lorsqu'on ne peut pas identifier les résultats chez des patients jeunes, cela signifie qu'on n'aura pas de bonne adhérence au traitement. C'est un problème. Mais si l'on a un seul centre de référence en Éthiopie, il peut y avoir, par exemple, des possibilités d'une interaction numérique avec un docteur aussi expérimenté qu'Ephrem. Cela pourrait améliorer la situation et c'est probablement l'un des objectifs de résultat de la fondation, c'est-à-dire apporter un soutien de la part de l'Europe, par exemple, un soutien de ma part, pour, résoudre un problème clinique, notamment lorsque l'infrastructure nationale n'est pas idéale, pour encourager une interaction locale avec les médecins locaux.
C'est difficile, mais sur la base des cas que j'ai déjà vus à l'avance, envoyés par Ephrem, le problème, c'est vraiment la lutte pour améliorer la situation sur le terrain. Oui, merci. Ephrem, à vous pour présenter votre premier cas. Bien. Alors, le premier cas que j'ai, je vais vous le présenter tout de suite. Alors, c'est un mâle, enfin un homme de 46 ans qui est en phase chronique de LMC. Depuis décembre 2014, nous avons commencé avec une CHR au 3e mois du traitement. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il développait une petite neutropénie, qu'il commençait à rencontrer des difficultés. Nous avons interrompu le traitement à plusieurs reprises en raison de la toxicité du traitement. Mais la plupart du temps, nous avons maintenu les doses que vous voyez à l'écran. Donc, nous avons réellement interrompu le traitement pendant un temps et puis nous avons repris. Nous avons une petite neutropénie et comme je l'ai expliqué, nous avons interrompu le traitement à plusieurs reprises. Nous avons procédé à une aspiration de la moelle épinière avec également une hémopothéose trilinéaire sans augmentation des cellules blastiques. La réponse était assez bonne en termes de contrôle cytogénique, mais nous n'avons pas pu continuer le traitement parce qu'il y avait quand même une intolérance hématologique chronique. Au bout de 6 ans de thérapie, nous avons dû changer le traitement. Nous avons commencé avec les doses que vous voyez à l'écran. Mais la cytopénie s'est aggravée. Il y a également eu d'autres types de difficultés. Nous avons eu une interaction médicamenteuse. Il devait venir à l'hôpital à plusieurs reprises. Il n'a pas pu venir à chaque fois. Et on s'est rendu compte à un moment où il est venu au bout de 10 mois que ça allait plutôt bien. Donc, nous avons repris le traitement. Mais l'entropénie a recommencé. Nous avons repris les aspirations de moelle épinière. On était proche de la rémission moléculaire. Nous avons essayé d'introduire des follicules dans le traitement. Nous avons essayé de modifier, donc l'acide folique, nous avons introduit l'acide folique dans le traitement. Nous avons essayé également de modifier le traitement. Nous avons interrompu la dasatinib. Il y avait une hypersensibilité. Le profil CBC, lui, était bon. Donc, nous avons essayé de réintroduire la dasatinib à petite dose. Et nous continuons à essayer de réintroduire la dasatinib dans le traitement à petite dose. Pour l'instant, nous voyons quelques améliorations.
Le problème, c'est de voir l'intolérance chronique à plusieurs ITK, ce qui complique la suite du traitement. Traiter les patients avec des doses plus faibles est suggéré, mais il nous manque quand même une réponse cytogénique et moléculaire, ce qui est un problème. Et ce qui est clair ici, c'est le rôle des centres de traitement dans la LMC. Nous n'aurions pas dû interrompre le traitement s'il y avait eu des centres pour qu'ils puissent poursuivre sa prise en charge. C'est la raison principale pour laquelle je vous présente ce cas, contrairement au cas précédent. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des commentaires. Merci beaucoup, Ephrem. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question d'emblée qui est de savoir quelle est la masse corporelle du patient. En gros, 50 kilos, 45 kilos, à peu près 65, 55-60. Donc, une IMC normale. C'est un cas assez inhabituel. Nous avons un patient qui répond bien. Et normalement, lorsque le patient répond bien, ça n'entraîne pas une cytopénie. Or là, nous avons un signal d'alarme qui indique un degré de résistance. Mais ici, il semble que le cas soit différent. Nous avons un jeune homme, enfin un homme plutôt jeune, avec un problème chronique. On est passé à 500. Je crois que ce cas ouvre la discussion sur ces autres patients. Nous avions une réponse positive au bout d'1 an. Donc, c'est un patient extrêmement sensible. L'imatinib, elle fonctionne comme ça. On commence avec 300 mg. La toxicité hématologique est très souvent appelée l'intolérance hématologique. Mais cela peut se traduire en maladie résistante lorsque le patient affiche des épisodes récurrents de cytopénie avec les polychromosomes à chaque fois que nous faisons des examens. Donc là, nous avons vraiment un cas de résistance important. Donc là, nous avons un patient qui est sensible, mais qui a une maladie chronique. Alors, si je revenais là-dessus, peut-être que ma stratégie consisterait à diminuer les doses à 300 mg. Vous avez essayé de lui donner un autre médicament, ce qui est intéressant parce que c'est beaucoup moins sélectif et cela génère moins de cytopénie. Mais peut-être que dans ce cas-là, c'était de toute façon trop. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez essayé de lui donner le meilleur traitement possible avec la meilleure dose. Ce qui est clair, c'est que là, nous avons un patient avec un historique assez lourd et vous envisagez de reprendre tout depuis le début. Et c'est peut-être une bonne idée. Mais la dose de dasatinib devra être revue. Peut-être 50 mg et pas 100. Donc, je ne reviendrai en tout cas jamais à 100, je crois. Parce que c'est trop.
C'est trop pour un patient qui a déjà une bonne réponse. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de ce cas. Je réfléchissais à ma longue expérience et cela me conduit à vous poser une question. Combien de fois avez-vous rencontré des patients qui répondaient bien au traitement, à- tout en ayant une cytopénie chronique? Ou est-ce qu'il était déjà atteint d'une pré-infection avant la LMSC? Parce que c'est assez inhabituel comme cas. Dans mon expérience, 100% des patients, à partir du moment où ils arrivent à une certaine réponse, la cytopénie cesse d'être un problème. Et on a à ce moment-là un comptage de cellules qui est à peu près normal. Alors, je vais essayer de vous répondre. Oui, ce type de cas est assez rare, hein. Mais de temps à autre, nous avons des patients qui ont une intolérance chronique. Alors, c'est vrai que parfois, nous arrivons à diminuer les doses pour diminuer les ITK. Mais là, nous avons vraiment une résistance à l'imatinib. Mais lorsqu'il y a une résistance, nous essayons de voir quelles peuvent être les autres causes. Il faut voir par exemple l'anémie hémanoblastique, entre autres possibles explications. L'hypertension, enfin toutes les causes de la cytopénie sont examinées. Mais ici, dans ce coin du monde, ce type de patient n'est pas si rare que cela. Donc, nous avons des cytopénies récurrentes qui représentent pour nous un défi. Nous essayons de diminuer la dose et de les suivre de près. Lorsque la dose est diminuée, eh bien, la résistance en général est combattue et nous avons une réponse hématologique intéressante. Enfin, toute la difficulté est là. Donc, en général, pour ce type de patient, nous diminuons les doses. Ce patient, lui, ne pouvait pas tolérer 400 mg. Donc, la mesure suivante a été de le passer à une dose de 300 mg. Mais il n'y a pas eu de modification sur la cytopénie. Et c'est pourquoi nous sommes passés au traitement différent avec une dose inférieure. Voilà, professeur. Merci, Ephrem et Gian Antonio. Je vais demander à Ephrem de passer au deuxième cas. Je vois que Alam et Fatou ont des questions. Gardez vos questions pour l'instant. On y passera, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Donc, Ephrem, je ne sais pas si vous voulez présenter votre deuxième cas assez rapidement. Bien, je vais passer à mon deuxième cas. C'est aussi le cas d'une patiente jeune, une patiente de 29 ans, à qui l'on a diagnostiqué une LMNC il y a 9 ans et on l'a mise sous imatinib à 400 mg par jour. Elle a obtenu une réponse très rapide après 3 mois de traitement. Et
Malheureusement, malgré les conseils qu'on lui a prodigués sur les grossesses et l'utilisation de contraception, la patiente était jeune et elle est tombée enceinte à 6 mois de traitement. La thérapie a été interrompue pendant la première grossesse et elle a été perdue de vue pendant toute l'année. Après la grossesse, elle n'a pas pu revenir à son traitement pour des raisons économiques et des raisons sociales. Donc, en fait, on l'a perdue pendant 2 ans. Elle est revenue, donc après ces 2 ans, elle avait des symptômes d'anémie et de splénomégalie avec un taux de leucocytes élevé. Et après une thérapie cytoréductive, on a repris le traitement d'imatinib. Et pendant à peu près 2 ans, on n'a pas pu la suivre pour une réponse moléculaire. Malgré plusieurs invitations que l'on a envoyées, elle n'était pas disponible, elle ne pouvait pas venir dans notre centre. Donc, on a suivi comme on l'a pu, ça n'a pas été une réponse hématologique. Et elle nous a dit qu'elle avait des symptômes chroniques d'intolérance, des céphalées intermittentes, des myalgies, des douleurs articulaires, des picotements périphériques, et elle a interrompu le traitement à plusieurs reprises en raison de ces symptômes, de cette intolérance hématologique. En outre, elle venait d'une région éloignée du centre de traitement, à plus de 600 kilomètres. Et comme elle avait des problèmes de transport, elle a interrompu le traitement à plusieurs reprises. Et donc, en 2020, on a vu qu'elle avait une cétopénie, on a fait une ponction de moelle osseuse et on a vu que ses taux étaient très élevés. Même si elle avait pris le traitement pendant 6 mois sans interruption, on a vu qu'elle avait une résistance, une hématopéièse, et nous avons décidé d'avoir un peu plus de dose d'imatinib. On a vu qu'elle a pu résister à ce traitement. On était passé à 300 mg. Mais malgré cela, on voit qu'elle a une réponse moléculaire et nous essayons de voir si l'on peut faire un test de BCR pour voir si elle a une réponse moléculaire et si elle utilise bien un moyen de contraception. Nous voulons mettre à jour son taux de BCR-APL, mais effectivement, nous avons des problèmes d'adhérence au traitement, comme je l'ai mentionné. Alors, il y a un certain nombre de points que je fais ressortir de ce cas particulier. Il y a des défis lorsqu'on essaie de traiter de jeunes patients. La population de patients souffrant de LMC est assez différente par rapport à ce que l'on voit dans les pays occidentaux. Elle est jeune, une patiente qui veut tomber enceinte, qui doit gérer son ménage. Et ça, c'est le défi que l'on rencontre lorsque l'on traite les patients LMC, parce qu'il y a aussi des limitations socio-économiques. Et on a du mal à suivre aussi la réponse moléculaire parce qu'on a des problèmes d'infrastructure et pour cette raison, il est difficile d'avoir une bonne qualité de vie, notamment pour les jeunes patientes qui tombent enceintes. C'est extrêmement difficile. Cette patiente avait aussi une intolérance, elle avait des céphalées, des myalgies, donc sa qualité de vie était vraiment compromise et donc elle a dû à plusieurs reprises interrompre le traitement. Donc c'est là que nous avons ce problème pour ce type de patient à long terme parce que la qualité de vie est vraiment compromise lorsqu'il y a intolérance. Donc voilà certains des points que je voulais mentionner ici, dans ce cas-ci. Voilà, merci. Professeur, voulez-vous intervenir? Ephrem, c'est un cas assez typique d'intolérance à l'imatinib.
Elle avait 29 ans au moment de son diagnostic. C'est une patiente. Et on a vu le problème de qualité de vie. On a rencontré un cas de ce type en Italie il y a quelques années avec, on avait à peu près 500 patients sous imatinib et on a évalué de près la qualité de vie et on a vu vraiment que pour les jeunes femmes, la qualité de vie est bien pire que pour les autres catégories, comme par exemple les jeunes hommes ou les patients plus âgés. Donc, dans votre cas, c'est clair, les effets secondaires chroniques ont mené à une interruption de traitement, une mauvaise adhérence au traitement, et puis il y avait aussi les problèmes socio-économiques, la distance par rapport au centre de traitement, etc. Vous avez clairement fait de votre mieux et vous espérez maintenant qu'elle pourra tolérer le traitement. Mais vous savez, il faudrait savoir si l'on peut avoir quelque chose de mieux qui se cache derrière la réponse hématologique complète. La maladie, elle en souffre depuis une dizaine d'années, c'est ça maintenant, si j'ai bien compris, à peu près. Donc 10 ans, cela signifie que la maladie, intrinsèquement parlant, ne progresse pas plus que cela, parce que sur 10 ans, on voit que l'imatinib a agi. Et si vous aviez la possibilité de faire un test BCR et si vous voyez par exemple le MR2 ou même à une dose inférieure d'imatinib, ça pourrait accompagner la patiente sur le long terme. Vous avez dit à juste titre que cette patiente a des difficultés à se déplacer dans votre pays. Mais pour cette femme, je crois que MR2, MMR, et ensuite une dose réduite à long terme d'imatinib qui pourrait être bien tolérée. Question. Avez-vous évalué les ITK de deuxième génération? Avez-vous déjà réfléchi, par exemple, à une faible dose de nilotinib ou 50 mg de bosutinib, par exemple? Cela pourrait améliorer l'adhérence au traitement et donc la réponse. Mais une faible dose de nilotinib, pas du tout 400 mg. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. C'est un cas très difficile parce que bon, c'est sensible, mais il est difficile de convaincre la patiente de poursuivre le traitement. Et dans mon expérience, lorsqu'on a ce type d'intolérance chronique à l'imatinib ou à d'autres médicaments, je l'ai vu essentiellement sur les patients très jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 30 ans. C'est là que je le constate surtout. Ephrem, avez-vous la possibilité d'avoir du nilotinib ou du bosutinib? C'est possible, mais pour cette patiente, nous savions qu'elle avait des problèmes d'adhérence au traitement dès le début. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas très bien répondu à l'imatinib. Et si on essayait une dose plus importante, si elle pouvait respecter le traitement, elle s'améliorerait. On va refaire le test BCR, voir si c'est en dessous de 1%. Et à ce moment-là, on pourra passer au nilotinib.
mais pour l'instant, elle n'est pas dans notre clinique. Donc, on a des problèmes d'adhérence au traitement, c'est certain. Il y a des problèmes économiques également, des problèmes de transport. Et il faudrait essayer de voir si l'on peut la tester dans nos infrastructures actuelles. C'est une patiente qui a besoin de plus d'assistance sous la forme de dons de différentes fondations. Nous avons essayé de voir si l'on peut mettre un centre de soins décentralisé dans la région pour qu'elle puisse avoir plus accès aux tests hématologiques à la campagne, là où elle se trouve en zone rurale. Je dois dire que c'est un cauchemar pour une patiente euh, qui a une réponse hématologique, mais pour laquelle on n'a pas la possibilité de vérifier la réponse moléculaire. Merci beaucoup, Ephrem, merci. Est-ce que l'on pourrait poser les questions qui nous attendent encore? Il nous reste 5 minutes pour poser les questions. Alors, Fatou et Afam attendent patiemment. Fatou, vous Alors, pouvez peut-être brancher votre micro et votre caméra? voilà, j'ai mis mon micro, j'ai activé mon micro. Nous vous entendons, votre micro est branché. D'accord, merci beaucoup. Je voulais remercier Ephrem par rapport à ces deux présentations. Moi, je retiens que les problèmes qu'il pose sont les mêmes ici au Sénégal. Par exemple, par rapport au premier cas, il se pose surtout le problème d'un suivi régulier. En général, c'est très difficile quand on a des malades qui habitent loin du centre de référence. Mais nous, on s'est organisé de telle sorte que avec WhatsApp, avec Internet, on peut avoir, avec le laboratoire sur place, au moins des numérations de formules sanguines qui nous euh, orientent vers une possible résistance ou une intolérance. Et là, on peut dire aux malades de diminuer les doses ou pas. Le deuxième problème qui est également commun à nous, c'est l'adaptation des doses. Il faut qu'on pense diminuer les doses chez des patients qui déjà d'emblée donnent des neutropénies. Quand ils vont présenter des neutropénies, l'idéal, c'est de diminuer rapidement les doses, sinon ça va être des sources d'arrêt du traitement et ça va répercuter sur les résultats de nos patients. Et puis le troisième problème, c'est comment faire pour que nous autres en Afrique, ici, qu'on puisse avoir des suivis réguliers, ne serait-ce que le jeune expert, pour pouvoir disposer de la PCR, avoir un taux de Bessel-Abelson qui va nous dire est-ce on est sur le bon chemin ou pas. Dernier problème, c'est par rapport au karyotypage. Bien souvent, chez les malades, on ne regarde pas les anomalies chromosomiques surajoutées. Certains malades vont d'emblée être de mauvais pronostics parce qu'ils ont beaucoup d'anomalies chromosomiques surajoutées. C'est notre expérience. Je ne sais pas par rapport à vous, par rapport aux professeurs qui sont connectés, comment déjà faire disponibiliser ne serait-ce que la PCR ici pour rechercher le taux de Bessel-Abelson résiduel pour pouvoir changer rapidement d'ITK, passer par exemple de l'imatinib au nilotinib ou au bosutinib. C'est essentiellement les gros problèmes que nous rencontrons tous à côté de l'association grossesse et leucémie myéloïde chronique, parce que la grossesse pose d'énormes soucis. Les patientes jeunes, d'habitude, ne sont pas adhérentes au traitement. La question que je voulais poser en même temps, est-ce qu'il était nécessaire d'arrêter carrément le Glivec ou est-ce qu'il fallait peut-être maintenir une petite dose résiduelle de 100 à 200 mg par jour, en sachant que ça peut ne pas être délétère pour le fœtus, ne serait-ce que pour éviter les évolutions vers la transformation en leucémie aiguë. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Merci Fatou. Merci. Alors, Ephrem et Gian Antonio, avez-vous entendu la traduction vers l'anglais? Oui, oui. Et j'aimerais vous remercier. Je n'ai entendu que la dernière partie du commentaire, mais j'ai entendu la traduction anglaise. Alors, j'ai deux choses que j'ai comprises. Tout d'abord, des aberrations chromosomiques additionnelles et la suggestion de faire le test et un commentaire sur l'abaissement de la dose d'imatinib à 200 mg qui pourrait être suffisant même en temps de grossesse. Oui, effectivement,
C'est une histoire à rebondissement parce qu'il faut vérifier quelles sont les aberrations chromosomiques potentielles, mais dans l'ensemble, en général, il n'y a pas de preuve que s'il y a des aberrations chromosomiques supplémentaires, si l'on passait à un médicament plus puissant, on aurait une disparition des problèmes, notamment si l'aberration chromosomique est dangereuse, comme par exemple un double Philadelphie ou un problème sur le chromosome 3, etc. Si j'ai bien saisi la question. Alors, ensuite, vous avez fait un commentaire sur la dose d'imatinib à 200 mg. Si la patiente a une bonne réponse déjà et que la tolérance ou l'intolérance d'inatimie est due à son jeune âge, oui, on peut passer à 200 mg. Mais 200 mg d'imatinib, cela signifie qu'il faut suivre l'évolution de la maladie plus précisément, parce que du point de vue de la pharmacodynamique, si l'on va à 200 mg d'imitinib, on est déjà en dessous du niveau minimum, donc l'efficacité n'est pas garantie. J'ai quelques patients qui sont à 200 mg d'imatinib, mais ces patients étaient déjà en réponse moléculaire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci, Gian Antonio. Alors, nous n'avons plus de temps à notre disposition. Pardon, j'interromps ici pour dire que nous n'avons plus de temps à notre disposition, mais nous allons continuer encore quelques minutes. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas la possibilité de les poser pendant notre webinaire, vous pouvez les mettre dans le chat et on pourra y répondre après le webinaire. On pourra les envoyer à tous les participants aujourd'hui. Je crois que de Fatou, on avait la question des anomalies chromosomiques. Et deuxième question, était-il nécessaire d'interrompre le Glivec? Est-ce que cela aurait pu être maintenu à une dose inférieure pour la deuxième patiente? Voilà, c'était les deux questions principales posées par Fatou. Alors, Valentine, vous avez un commentaire peut-être ou une réaction face à la question de Fatou posée pour les deux cas d'Ephrem? Non, j'ai trouvé que c'était vraiment des cas très intéressants. Ce sont des problèmes assez communs auxquels nous devons faire face. Je suis d'accord avec ce que John Gordon disait. Gian Antonio disait. Ce qu'il faut, c'est donner la dose minimale aux patients et essayer de la maintenir. Il faut maintenir les niveaux minimums en sécurité pour la meilleure qualité de vie possible. Merci Valentin. Alors, est-ce que vous avez une question à poser, mais très brièvement? Oui, merci. Merci Ephrem pour cette excellente présentation. Je vois que nous avons les mêmes problèmes, comme Fatou l'a dit. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le premier cas et le concept de neutropénie bénigne, qui est un problème que nous rencontrons fréquemment en Afrique. Même lorsque nous avons un comptage de 0,5%, il n'y a pas d'augmentation de risque d'infection. Et donc, une question pour Ephrem, est-ce qu'il y a eu une augmentation du risque d'infection ou pas après la rémission? Et une question qui va dans le même ordre d'idée à Gian Antonio. Dans ce cas où le patient a eu une très bonne réponse moléculaire, mais avec une neutropénie, est-ce qu'on a prouvé qu'il y avait une augmentation du risque d'infection? Est-ce qu'il y a un risque de facteur de colonisation
avec le changement de dose? Merci de cette question. Non, ici nous avons un patient qui s'adapte et enfin, je veux dire, qui répond bien, donc il faut adapter les doses pour l'ITK. Il y a quelques années, on aurait tout fait pour surmonter la cytopénie, mais en lien avec la résistance à l'ITK. Et là, nous sommes dans un cas très différent. Mais ne serait-ce que pour comprendre pourquoi cette maladie chronique chez le patient, tout en maintenant son taux de réponse, peut-être que cela nous conduit vers d'autres explications, peut-être que d'autres maladies sont plus fréquentes en Afrique que la LMC. La splénomégalie, par exemple. Une petite splénomégalie pourrait expliquer ce type de problème. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas fréquent chez des patients qui répondent bien aux ITK. J'ai demandé à Ephrem quel était le taux de patients de ce type. Et j'ai demandé également à Ephrem le poids. Si le poids du patient avait été de 40 kilos, je pense qu'il y aurait eu un lien. Il y aurait eu un lien entre l'hématotoxicité et le poids. Mais clairement, votre expérience est extrêmement différente que la mienne en Europe. Et il y a donc une autre raison. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui pourrait justifier cet excès de cytopénie chronique alors que le patient répond bien aux ITK. J'espère avoir répondu correctement. Enfin, j'espère que ma réponse est claire. Oui, merci beaucoup, Gian Antonio. Alors, nous avons vraiment dépassé le temps imparti. Nous devons absolument clôturer notre conversation. Je vous remercie. Ephrem, Gian Antonio, merci infiniment d'avoir participé à cette discussion. Un grand merci à Ama et à Valentin pour la discussion qui s'est tenue juste avant. C'est formidable de voir que vous étiez si nombreux pour participer à cette discussion. Si vous avez encore des questions, si vous n'avez pas pu poser votre question, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Gian Antonio a très généreusement partagé son adresse email si vous souhaitez le contacter directement, donc prenez-en note. Donc, nous allons laisser le chat ouvert quelques instants pour que vous ayez le temps d'écrire votre question, des questions que nous enverrons au panel après cette séance. Nous espérons sincèrement vous retrouver pour la prochaine discussion africaine qui aura lieu le 23 octobre, mercredi 23 octobre. Nous aurons Mathilda Ongondi, Suzanne Cezelle, qui nous parleront du choix ITK et du séquençage. Nous aurons le professeur Bazoway et Night Chowdhury qui parleront du Halo SET. Donc voilà, ça sera pour le 20 novembre. Donc voilà pour les prochaines dates de notre groupe régional. Comment tirer parti des laboratoires LMC compte tenu des critères extrêmement serrés qui s'appliquent à ces laboratoires. Donc, nous aurons Jerry Radic, Katerina Machova-Kolokova, Alam Nassaf. Merci de vos questions aujourd'hui. Et Samuel Kendave. Donc, voilà pour les discussions prochaines. N'hésitez pas à vous inscrire.
Nous vous accueillerons avec plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez rester en contact avec nous à la Fondation LMC. Vous pouvez utiliser notre centre de connaissances et notre site web et obtenir des informations toutes fraîches concernant certains cas et puis suivre également le programme et les activités que nous organisons. Donc, n'hésitez pas. Et comme nous l'avons déjà dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup au panel. Merci beaucoup à tous les participants. Bonne soirée. Merci.